Nous allons passer maintenant à l'étude de ces fonctions sinus et cosinus que l'on connaît bien sûr depuis la classe de seconde. Alors, elles sont définies sur R, alors je les ai appelées F pour la fonction cosinus et G pour la fonction sinus. En règle générale, on ne les appellera pas F et G, on regardera sinus et cosinus. La première chose que l'on va voir, alors ça c'est une chose que vous avez dû voir normalement en physique, mais c'est vrai qu'en mathématiques, on ne l'a pas vu, ou peut-être que vous l'avez vu un petit peu en classe de seconde, mais c'est pas sûr. C'est la périodicité. Périodicité. Alors, la périodicité, je vais reprendre un cercle trigonométrique, par exemple, de la feuille d'avant. Donc, c'est la fonction cosinus et sinus sont définies sur l'intervalle sur R, donc de 0 ici, 2pi, 4pi, 6pi. Vous voyez qu'on fait exactement la même chose. Donc, vous voyez que tous les deux pi, en fait, les intervalles de 2pi, d'amplitude de pi, on va retrouver toujours les mêmes valeurs pour la fonction cosinus et pour la fonction sinus également. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une période, c'est-à-dire quand ça se reproduit. Donc ici, on va mettre la définition d'une fonction périodique, donc définition, soit f, alors ça c'est pour n'importe quelle fonction, parce qu'il n'y a pas que les fonctions cosinus qui sont périodiques, mais soit f une fonction définie sur un intervalle i, soit t appartenant à R. En général, on prend positif. On va dire que t est une période de la fonction f, si et seulement si, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on va avoir f de x plus t est égal à f de x. On dit aussi que f est périodique de période t. De période t. Donc, ici, si on revient à nos fonctions sinus et cosinus, on sait d'après le cercle trigonométrique que la fonction que quel que soit x appartenant à R, on a cosinus x plus 2pi est égal à cosinus x et sinus x plus 2pi est égal à sinus x. Ça c'est évident, donc ça se démontre pas, c'est évident. Donc propriété, les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période de pi. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant qu'on sait que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période de pi, eh bien ça a une importance quand même très importante dans le travail qu'on va faire dans l'étude de cette fonction. Donc ici, une conséquence. Eh bien, au lieu d'étudier la fonction cosinus et la fonction sinus sur R tout entier, c'est pas la peine puisque en fait il se reproduit la même chose à chaque période. Donc on va étudier la fonction que sur une période en particulier. Donc ça c'est très très important. Conséquence, on étudie la fonction sur une période. Et tout le reste, bien entendu, se déduira de cette étude sur cette période-là. Ici, pour les fonctions sinus et cosinus, on prendra pour ensemble, on travaillera sur, on prendra pour ensemble d'études, c'est la même chose, on travaillera sur l'intervalle moins pi
pi. Alors, on pourrait prendre moins pi fermé et pi ouvert. Je prends moins pi, c'est plus commode pour faire des tableaux de variation, ça évite de mettre des doubles barres, etc. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de valeur interdite. Donc voilà, je prends des intervalles fermés. Donc voilà, ça c'est très important, il faut bien que vous compreniez pour ceux qui font des mathématiques dans le supérieur, quand vous tombez sur une fonction périodique, ça réduit l'ensemble d'études. On se contente de faire le travail sur une période seulement. Maintenant, il y a une autre remarque que l'on va pouvoir faire ici, une remarque où c'est un exercice en fait, hein. C'est pas un exercice type, mais c'est un exercice quand même. C'est montrer déterminer la période de la fonction f définie sur R par f de x est égal à cosinus 3x plus pi sur 5. Voilà. Alors, on veut arriver à déterminer la période de cette fonction-là. C'est un petit peu compliqué. On sait que ici, on va avoir x plus quelque chose, et on sait que la fonction cosinus, elle est périodique de période de pi. Donc ici, on va dire, on cherche t, on cherche donc, excusez-moi. On cherche donc t tel que, eh bien, f de x plus t soit égal à f de x. Ce qui est équivalent à dire que le cosinus de 3, alors si je prends f de x plus t, ça veut dire qu'il faut que je remplace x par x plus t, donc 3 fois x plus t plus pi sur 5 est égal à cosinus de 3x plus pi sur 5. Ça, c'est équivalent à dire que je vais développer là-dedans. Ça nous fait donc 3x plus 3t plus pi sur 5 est égal à cosinus de 3x plus pi sur 5. Attention, hein, il faut que ça soit valable ici pour tout x appartenant à R. Ce qui est équivalent à dire que ici, je le réécris de façon à ce que ce soit plus lisible. 3x plus pi sur 5 plus 3t qui est égal à cosinus 3x plus pi sur 5. Voilà, j'arrive ici à deux cosinus qui sont égaux, et je ne vais pas utiliser la propriété d'égalité de cosinus qui sont égaux, la propriété de résolution d'équation. Je vais utiliser le fait que la fonction cosinus est périodique de période de pi. Donc j'ai 3x plus pi sur 5, j'ai 3x plus pi sur 5 ici. Donc là, je dois avoir 2pi, bien évidemment. Donc ici, comme la fonction cosinus est périodique de période de pi, il suffit d'avoir 3t est égal à 2pi, ce qui est équivalent à dire que t est égal à 2pi sur 3. Et voilà, j'ai une conclusion. La fonction f est périodique de période 2pi sur 3. Alors de période t égale 2pi sur 3. Voilà un petit peu ce que l'on peut avoir. Alors, on pourrait généraliser ici. Vous voyez que j'ai pris une fonction affine, hein, j'ai pris une fonction affine de x. Donc, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent, notamment en électricité, en physique. Donc, on peut mettre une propriété, même si elle est à la limite du programme, mais je vous la donne, ça vous sera utile. Propriété
les fonctions f de x est égal à cosinus de ax plus b et g de x est égal à sinus de ax plus b sont périodiques de période t est égal, eh bien ici vous voyez qu'on avait 3x plus pi sur 5, vous comprenez bien qu'on va toujours retrouver ici le coefficient de la fonction affine, donc ça nous fait 2pi sur a. Voilà ici pour cette notion de périodicité. Donc la chose la plus importante, c'est de dire qu'on a une fonction périodique et donc ça nous limite notre ensemble d'études qui se retrouve bien réduit, ce qui est bien pratique. Petit 2, quelque chose que vous avez vu aussi, parité, imparité. Parité, imparité. Alors, je ne sais pas si, il me semble vous avoir fait le rappel, mais enfin ça fait rien, ça fait pas de mal, je vais le remettre ici. Définition. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, symétrique par rapport à 0. Alors, symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire c'est un intervalle du style moins 5,5, moins 2,2, moins pi, etc. Je vais dire que la première chose, c'est que f est pair. C'est seulement si, quel que soit x appartenant à df, ou à i, bien sûr, on a f de moins x est égal à f de x. Et la deuxième chose, c'est f est impair. C'est seulement si, pour tout x appartenant à i ou df, on a f de moins x est égal à moins f de x. Voilà cette notion de parité qu'on a revue maintenant. Ici, vous savez aussi une propriété, c'est que la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la deuxième partie de la propriété, c'est que la courbe représentative d'une fonction impaire, d'une fonction est symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, je sais pas, comme je ne vous l'ai pas expliqué, ou enfin, je ne me rappelle plus, du moins, je vais vous montrer rapidement d'où ça vient, ça. Alors, en fait, ça vient des études des fonctions de référence. Vous avez la fonction carrée, vous avez donc la parabole, qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, pardon, et c'est la première fonction paire que vous avez pu voir ici. La première fonction impaire que vous avez pu voir, c'est y, c'est f de x égale x. C'est-à-dire ce qui correspond à la première bisectrice. Celle-là, elle est impaire, d'accord? Après, vous avez vu la fonction cube. La fonction cube, hop, tac. Donc, c'est f de x est égal à x au cube. Donc là, c'est impair. La première, elle était paire, celle-là, elle est impaire, celle-là, elle est impaire, etc. Après, vous avez vu la fonction inverse. La fonction inverse, la courbe représentative, c'est une hyperbole, ici, qui est symétrique par rapport à O. Elle est donc impaire.
on a f de x est égal à 1 sur x. Je vous rappelle que 1 sur x, c'est x à la puissance moins 1. Voilà. Et après, on pourrait continuer. Si on prend, par exemple, f de x égale x à la puissance 4, x à la puissance 4, alors on ne va pas obtenir une parabole, mais on va obtenir quelque chose qui ressemble très fortement à une parabole. Ce n'est pas tout à fait une parabole parce que les propriétés géométriques ne sont pas les mêmes. Donc, voilà, ça va ressembler à ça. Si je prends f de x égale x à la puissance 5, ça va ressembler à ça aussi, et ainsi de suite. Donc, on constate que quand on a des puissances de x qui sont paires, eh bien, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et quand on a une puissance de x qui est impaire, puisque x est x à la puissance 1, eh bien, on a une symétrie par rapport à l'origine du repère. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme pair et impair. Voilà un petit peu. Ici, on a, pour nos fonctions, on sait que pour tout x appartenant à R, si je fais le cosinus de moins x, c'est égal à quoi? Eh bien, je reprends mon cercle trigonométrique ici. J'ai donc x qui est là, moins x qui est là. On voit bien que le cosinus, c'est le même. Donc, ça nous fait est égal à cosinus x. Et le sinus de moins x, eh bien, qu'est-ce que je fais pour le sinus de moins x? J'ai x ici, moins x là, le sinus ici. On voit bien qu'ils sont opposés. Donc, est égal à moins sinus x. C'est des propriétés qu'on a utilisées un grand nombre de fois avec les nombres complexes. Et d'où la propriété qui est évidente, la fonction cosinus est paire. La fonction cosinus est paire. Et la fonction sinus est impaire. D'accord? Donc, courbe symétrique ici, courbe symétrique par rapport au J. Et ici, la courbe est symétrique par rapport à O. Donc, voilà ces propriétés. Il y a une conséquence, un petit peu la même que l'on a pu mettre précédemment, c'est que, conséquence, eh bien, étant donné qu'il y a une symétrie, eh bien, on n'est pas obligé de prendre notre ensemble d'études, de prendre la totalité de notre ensemble d'études, donc on peut se contenter de prendre que la moitié de l'ensemble d'études. Donc, conséquence, on peut... Alors, je marque diviser entre guillemets parce qu'on ne divise pas un intervalle, mais enfin, ça ne fait rien, diviser l'ensemble d'études par 2. Ainsi, on étudiera nos fonctions, on étudiera les fonctions cosinus et sinus alors on était déjà sur l'intervalle moins pi, puisqu'on avait pris une période, et donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une demi-période, donc on va se contenter d'être sur l'intervalle 0 pi, ça suffira. 0 pi, après par symétrie on trouvera sur l'intervalle moins pi, et après par périodicité on va pouvoir reproduire à chaque fois notre fonction comme ceci. Passons maintenant à la dérivation et à l'étude des variations. Troisièmement, dérivation et étude des variations. Alors, je vais mettre ici, là je vais séparer ma feuille en deux, je vais mettre la fonction sinus ici. Et là je vais mettre la fonction cosinus. Je vais séparer approximativement. Alors, la fonction sinus, on sait que je les avais prises dans cet ordre-là, que je fasse bien pour f et g, elles sont là, ici. Oui, bon, c'est pas grave. Donc là, j'avais g de x est égal à sinus x, et on a bien entendu g' de x
est égal à cos x. Ça, je ne reviens pas dessus, on le sait. Hein. Là, j'avais f de x qui est égal à cos x, et j'ai f' de x, pardon, qui est égal à moins sinus x. Ça, on l'a déjà vu, il n'y a pas de souci, donc on ne perd pas de temps là-dessus. On va pouvoir maintenant faire le tableau de variation de cette fonction-là. Donc, là, là, je vais avoir la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai donc x, on est sur l'intervalle 0, pi. Ici, on a x qui va aussi sur l'intervalle 0, pi. On a ici g' de x. Et là, f' de x. Là, on a les variations de g et là, les variations de la fonction f. Alors, quand on regarde ça, on regarde g' de x qui est égal à cos x et on est sur l'intervalle 0pi, c'est-à-dire qu'on est sur cet intervalle-là. Donc, si je regarde le signe de ma fonction dérivée c'est cosinus x, donc je lis le cosinus sur l'axe des abscisses. Et on voit bien qu'à partir de 0, j'ai le cosinus qui vaut 1, etc. Il reste positif jusqu'à pi sur 2 ici. Mais une fois que j'ai placé pi sur 2, hop, il redevient négatif. Donc, il se passe quelque chose en pi sur 2 ici, où g' de x, ça c'est égal à cos x. Là, où j'aurais pu mettre la fonction sinus aussi. Donc, j'ai positif ici et négatif là. La fonction, elle est donc croissante ici pour ma fonction sinus et elle est décroissante de ce côté-là. On met les extrémités. Sinus de 0, ça fait 0. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. Et sinus pi, ça nous fait 0. Pour la fonction cosinus, la dérivée c'est moins sinus x. Donc ici je suis de 0 à 2pi et je regarde donc la valeur du sinus sur l'intervalle, pas de 0 à 2pi, de 0 à pi. De 0 à pi, le sinus, on est bien d'accord que ici il est positif. D'accord? Et oui, seulement que dans ma dérivée, j'ai moins sinus x. Donc le cosinus, il va être ici, le sinus, la dérivée va donc être négative à cet endroit-là. Attention, ici, on n'oublie pas qu'on a deux zéros pour x qui vaut 0. Hein, x qui vaut 0, le sinus vaut 0, donc la dérivée s'annule. Voilà, et donc notre fonction cosinus, elle est strictement décroissante ici. Alors, si elle est strictement décroissante, on met les extrémités des flèches aussi. Le cosinus de 0, ça fait 1, et le cosinus de pi, il vaut moins 1. Voilà donc nos variations des deux fonctions ici. Alors, une précision aussi, j'aurais très bien pu le faire uniquement en visuel sans utiliser la résolution d'une équation, puisque on cherche les variations de la fonction sinus entre 0 et 2pi. On voit bien que le sinus ici là-dessus, bien là on monte, donc ça augmente, et là hop, on descend. Par contre, si je prends pour la fonction cosinus, je pars de là où on est à 1 au maximum, et quand je vais là, je vais diminuer tout le temps, donc je vois bien qu'elle est décroissante. Ça se voit visuellement, il y a plusieurs façons de vérifier ça. Attention, ce chapitre-là est assez visuel avec l'utilisation du cercle trigonométrique, c'est pour ça que j'avais insisté en début d'année pour la maîtrise de ce cercle trigonométrique qui est utile certes pour les nombres complexes, mais pas seulement. Bien, on a ça. Je vais mettre juste un complément de dérivation. Donc, ça sera fait. Complément de dérivation. Alors ça, je vous l'avais donné aussi en début d'année. Donc, je le mets ici. Si je fais sinus ax plus b et que je dérive là, ça nous fait est égal à a cosinus de ax plus b et cosinus de ax plus b prime est égal à moins a sinus de ax plus b. Voilà, je l'ai déjà utilisé, mais il n'y a pas de souci. On passe maintenant au quatrièmement qui est la courbe représentative. Petit 4.
courbe représentative. Alors, les courbes représentatives, eh bien, c'est pas compliqué du tout. Je vous reprends la page 140 de votre livre, ici. Les voilà, la courbe représentative de la fonction cosinus et de la fonction sinus, c'est exactement la même, mais bien sûr, elles sont décalées en fait. Hein, si vous regardez, vous voyez qu'il y a un décalage de pi sur 2 entre les deux. Donc après, savoir laquelle est en avance ou en retard, ça c'est un autre souci. Je crois que c'est la fonction sinus qui est en avance. Et donc, voilà, ces deux courbes, étant donné que c'est la même, on leur donne le même nom, ce sont donc des sinusoïdes. On aurait pu dire des cosinusoïdes, il fallait choisir une des deux fonctions, on a pris celle qui était la plus simple au niveau de la lecture. Donc c'est pour ça que ces courbes-là sont des sinusoïdes, vous connaissez ça normalement par cœur. Donc voilà, je mettrai ces courbes-là. Et il me reste juste une dernière chose pour cette étude, donc c'est le cinquièmement. Les limites. Donc, limites ici des fonctions sinus et cosinus. Alors, on est bien d'accord que si on prend, on l'a déjà vu aussi, hein, si je prends cette fonction-là, la fonction sinus ou cosinus, vous pouvez aller vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Il n'y a pas de limite, d'accord, parce que ça oscille toujours entre moins 1 et 1. Donc ici, les fonctions sinus et cosinus ne possède pas de limite. En plus l'infini et en moins l'infini. Ça, c'est la première chose, c'est important. Maintenant, ici, une limite remarquable. Que l'on a déjà vu aussi. Une limite remarquable qu'on a vu quand on avait fait les limites. Hein. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Voilà pour l'étude de ces fonctions sinus et cosinus. Donc après il nous restera à voir un petit peu faire un rappel sur les formules trigonométriques et puis quelques théorèmes de géométrie que l'on verra dans les exercices. Au fur et à mesure des exercices, on finira ça.